Est-ce que les gens qui nous écoutent savent que quand vous avez des pays de l'OTAN comme le Danemark, qui il y a encore quelques mois achètent des F-35 américains, il suffit d'un mot, d'une phrase de Donald Trump pour que ces avions ne puissent pas voler. Manuel Bompard fait une nouvelle fois parler de lui. Face à des journalistes qui multiplient les sourires moqueurs, les interruptions et les questions orientées, le coordinateur de la France insoumise reste parfaitement solide. Sur Donald Trump, l'OTAN, l'indépendance de la France, le budget ou encore les prétendues victoires du Parti socialiste, Bompard refuse les caricatures et répond avec des arguments précis. Pendant que le pouvoir macroniste continue d'affaiblir la voix de la France, certains préfèrent attaquer ceux qui proposent une autre ligne. Mais cette fois encore, les journalistes vont rapidement comprendre que Bompard ne se laisse pas enfermer aussi facilement. Avant de commencer, si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos. On commence avec la dépendance militaire de l'Europe envers les États-Unis et la réponse de Bompard face à Donald Trump. Comment vous pouvez accepter cette dépense? Comment vous pouvez considérer que vous êtes en mesure de faire face à l'agressivité de Trump si vous êtes totalement dépendant de sa moindre décision pour nous empêcher de nous défendre? Mais si on est isolé, comment on se défend? Si on quitte le commandement intégré de l'OTAN, comment fait la France? Mais madame, c'est pas parce qu'on quitte l'OTAN qu'on est isolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors quel est votre plan? Mon plan, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire constituer une coalition internationale, un front international du refus des agressions américaines, de l'impérialisme américain. Mon plan, c'est de réactiver les outils de la diplomatie internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Certes, Donald Trump n'en a rien à faire. Abonnez-vous, mettez un like et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais Vladimir Poutine non plus. Sans doute, sans aucun doute d'ailleurs, puisqu'il a. Est-ce que c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui tout ça? Mais vous savez, il n'y a pas dans le monde que les États-Unis et la Russie. Précisément, il y a plein d'autres pays qui eux savent très bien que s'il n'y a pas de droit international, parce que s'il n'y a pas de droit international, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et donc précisément pour empêcher que ça soit là les lois du plus fort qui s'appliquent, vous allez avoir beaucoup d'alliés. Il n'y a pas que la Russie et les États-Unis, mais quand des pays de la taille et de l'importance de la Russie et des États-Unis ne respectent plus l'ONU. Est-ce que ça a encore du sens? Eh ben précisément parce que eux ne le respectent plus, qu'il faut créer une coalition de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de pays à l'échelle internationale qui disent ça, c'est les principes et on sera attaché au respect de ces principes. Enfin sinon quoi, on accepte de passer dans un monde dans lequel il n'y a plus de règles. Il faut quand même se rappeler de quoi on parle. Et les règles du droit international, c'est le résultat de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment, on a tourné la page de ça. Pourquoi vous n'aviez pas la même fermeté sur la défense de l'Ukraine quand la Russie s'en est pris précisément à... Pourquoi vous dites ça? Parce que vous étiez davantage opposé aux sanctions, au fait qu'on réagisse militairement, au fait que la France puisse envoyer des troupes pour maintenir un éventuel cessez-le-feu. Vous êtes beaucoup plus ferme vis-à-vis des États-Unis. Non, je ne crois pas une minute. Moi, vous savez, je fais partie d'une formation politique et qui avait, parce qu'on était en campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle en 2022. Et je me rappelle très bien, j'étais avec lui d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon est le premier responsable politique et le premier candidat à l'élection présidentielle qui a réagi pour condamner l'agression russe en Ukraine. Parce que nous, on n'a pas de double discours, pas de double standard. Et il faut lui reconnaître, le droit international, il faut lui reconnaître le premier à avoir mis en garde il y a quasiment un an contre l'appétit de Donald Trump pour le Groenland. Exactement, et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que malheureusement, moi, c'est pas une situation que je trouve ça me réjouit pas. Mais mon sentiment, c'est qu'on n'a rien fait depuis un an, et donc on a donné un encouragement à continuer à nous menacer, à nous agresser. Ceux qui ont résisté à Trump l'ont fait reculer, parce que vous savez, quand Trump dit je vais mettre des droits de douane, il s'affaiblit lui-même. Il produit de l'inflation aux États-Unis. Il affaiblit la situation économique de son propre pays. Je veux dire, il est pas si fort que ça, Donald Trump. Mais qui a su résister à Donald Trump? Vous dites qu'il y a des pays par exemple, les Chinois ont résisté et en résistant, ils l'ont fait reculer, ils l'ont fait plier. Et l'Union européenne ne l'a pas fait. La Chine est un modèle de ce point de vue? Non, mais de ce point de vue. La Chine a été capable de résister et donc elle a eu la réponse que effectivement l'Union européenne aurait dû avoir. Il faut parler le même langage que Donald Trump, c'est-à-dire appliquer des taxes douanières contre ceux qui en appliquent. Alors après, il faut faire attention à comment on le fait, parce que comme je vous le disais, quand vous faites des taxes douanières, vous produisez de l'inflation pour tous les Européens. Donc il faut pas faire n'importe comment, parce que sinon vous vous tirez une balle dans le pied. Mais il faut cibler les secteurs qui sont les secteurs stratégiques des États-Unis, qui sont proches de l'administration américaine. C'est pourquoi je suis aussi indigné de ce que je vous disais sur la taxe GAFAM tout à l'heure. C'est précisément une mesure que vous devez prendre immédiatement. Deuxième mesure que vous pouvez prendre immédiatement, vous demandez et vous imposez une autorisation du gouvernement pour tout rachat d'entreprises françaises par un Américain ou un groupe américain. Ça, c'est possible dans la loi de le faire. Stop, on arrête de laisser vendre des fleurons industriels et stratégiques français à des entreprises américaines. Voilà ce que certains journalistes tentent de présenter comme une position irréaliste. Manuel Bompard rappelle pourtant une réalité très concrète.
Plusieurs pays européens sont devenus tellement dépendants des États-Unis que Donald Trump peut exercer une pression directe sur leur défense, leur économie et leurs décisions politiques. Bompard ne propose pas d'isoler la France. Il défend exactement l'inverse. Retrouver une voie indépendante, reconstruire des alliances internationales et protéger les secteurs stratégiques français au lieu de laisser Washington décider à notre place. Il rappelle aussi que la France insoumise condamne les agressions russes comme les agressions américaines, sans double discours. Troisième mesure que vous pouvez prendre immédiatement, vous appliquez des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire que vous considérez que les produits qui sont produits aux États-Unis avec des OGM, vous les interdisez d'importation, c'est pas juste des droits de douane. Et après, il faut faire attention, il faut faire monter les alternatives, parce que sinon, évidemment, vous vous mettez vous-même dans une situation difficile. À l'instant, on apprend que la première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié d'erreur la menace de surtaxe justement brandie par Donald Trump. Donc si je comprends bien, la mesure avancée pour l'instant par le chef de l'État en réponse, qui est l'activation effectivement de cet instrument européen qui permettrait des mesures de rétorsion contre les États-Unis, vous dites c'est pas suffisant. Ah ben, il faut le faire, évidemment, mais ça suffit pas. Et ça suffit pas. Je pense que j'en ai fait la démonstration. Je vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment, parce que aujourd'hui, vous êtes dans une vulnérabilité absolue vis-à-vis des dépendances qu'on a. Et en deux mots, comment vous qualifieriez ce que fait Donald Trump? C'est quoi? C'est une dérive autocratique? Quels seraient vos termes sur la façon dont tourne cette présidence? C'est un impérialisme le plus brutal, avec un pouvoir fasciste qui veut étendre une internationale réactionnaire et fasciste sur l'ensemble du globe. Un pouvoir fasciste, Donald Trump. Ah bah oui, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça devrait nous réunir tous. Vous savez, quand vous commencez à interdire certains ouvrages dans des universités ou dans des bibliothèques, quand vous avez une police de l'immigration qui agit dans aucun respect des principes de base de ce qu'est un état de droit, c'est-à-dire la justice, quand vous avez un président qui menace l'ensemble de ses voisins, appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça du fascisme, effectivement. Si dans 18 mois Jean-Luc Mélenchon accède à l'Élysée, ce sera quoi la France dans le monde? Ça sera une France indépendante, alignée sur les intérêts d'aucune puissance. Ça sera une France qui travaillera justement à cette coalition des pays non alignés. Ça sera une France qui sera capable de résister et de demander le respect du droit international partout dans le monde. Ça sera une France d'un certain point de vue... Et qui augmentera ses crédits militaires aussi? Mais en fait, sur les crédits militaires, on a déjà voté des augmentations. Ensuite, il faut faire d'abord avant, parce que là c'est pareil, on parlait des soumissions aux États-Unis d'Amérique, excusez-moi, mais il y a un an, Monsieur Lecornu disait 5% de notre PIB en dépenses militaires, c'est pas nécessaire. Et puis Trump a dit, bon bah si vous mettez pas 5% de votre PIB en dépenses militaires, c'en est fini de l'OTAN et de l'aide américaine. La France s'est alignée. Donc en fait, il suffit pas de donner un volume, un chiffrage, il faut faire une évaluation des besoins, regarder si on a des vulnérabilités dans notre politique de défense, et si on en a, par exemple on dit que la cybercriminalité, les menaces cyber sont, là s'il faut effectivement augmenter des crédits pour répondre à ces préoccupations en matière de défense, il faut le faire, mais il suffit pas de donner un volume, sinon ça n'a aucun sens. Voilà la France à laquelle moi personnellement j'aspire et celle que de mon point de vue nous devons défendre. Une réunion d'urgence. Et pardonnez-moi, je veux pas être trop long, mais pardonnez-moi, mais ce que je dis là, c'est le retour à ce qu'a été très longtemps la tradition politique de la France, à l'idée qu'on devait être indépendant, qu'on devait avoir notre propre voix sur la scène internationale. Et qu'on devait pas Votre modèle, c'est le gaullisme? Ah, pas sur beaucoup d'aspects de politique nationale, sans doute pas, mais du point de vue de la politique internationale, même si là aussi, je dis pas que j'étais d'accord avec tout, au moins il y avait cette idée que la France, elle devait avoir sa propre voix, sa propre indépendance et décider librement et souverainement de son propre destin. Beaucoup moins qu'à l'époque, à la fois économiquement, géopolitiquement. Peut-être parce qu'on a organisé consciemment notre affaiblissement. Quand vous voyez, je sais pas si on va en parler plus tard, mais quand vous voyez aujourd'hui que l'Union européenne est en mesure d'imposer à la France un accord de libre-échange aussi important que l'accord de libre-échange avec le Mercosur, contre l'avis de la France, contre le vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce sont les règles européennes. Une majorité de pays européens le souhaitent, cet accord. Oui, mais Madame Atalaya, si vous êtes honnête avec moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, jamais un accord de libre-échange aussi important que celui comme le Mercosur aurait pu être imposé à la France. Jamais. Parce que la France se serait donné les moyens de constituer une coalition suffisamment large au sein de l'Union européenne pour l'empêcher.
empêcher. D'ailleurs, sur ce point, parce que je ne sais pas si on en reviendra, j'alerte sur le fait qu'il va y avoir un vote très important mercredi prochain au Parlement européen, puisqu'à l'initiative des eurodéputés de la France Insoumise... Vous y croyez toujours? Il y a une résolution à l'initiative des eurodéputés de la France Insoumise. Il y a une résolution qui va être votée mercredi au Parlement européen pour saisir ce qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne. Et si cette saisine est votée, elle est suspensive. C'est-à-dire que tant que la Cour de justice de l'Union européenne n'aura pas rendu son verdict, l'accord ne pourra pas s'appliquer. Donc oui, j'y crois. Et j'appelle l'ensemble des parlementaires européens à voter cette saisine. Et je fais remarquer que ça sert à quelque chose d'avoir des eurodéputés de la France Insoumise au Parlement européen. Là, Manuel Bompard assume totalement ses mots. Face aux réactions du plateau, il explique pourquoi il considère le pouvoir de Donald Trump comme fasciste. Interdiction de certains ouvrages, méthode brutale de la police de l'immigration, menaces contre les pays voisins et volonté d'imposer la loi du plus fort. Mais surtout, il présente une autre vision de la France. Une France qui ne serait alignée ni sur les États-Unis ni sur une autre puissance, qui investirait selon ses besoins réels et qui retrouverait sa souveraineté diplomatique. Sur le Mercosur, il rappelle aussi que les eurodéputés de la France insoumise disposent d'un levier concret pour tenter de suspendre l'accord. Mais madame, en fait, ce que vous contemplez aujourd'hui, c'est le résultat d'un entêtement du pouvoir macroniste qui a perdu les élections il y a 1 an et demi et qui veut continuer à imposer sa politique. Mais il n'y a pas d'entêtement. Sébastien Lecornu a accordé beaucoup de concessions à la gauche encore vendredi. Par exemple, le maintien des bourses étudiantes, repas à 1 euro, augmentation de la prime d'activité. Rentrons sur le fond. Pas d'augmentation d'impôt sur le revenu parce qu'il y aura une indexation du barème sur l'inflation. Ce sont des milliards d'euros qui sont accordés. L'ensemble des mesures dont vous venez de parler, ou quasiment l'ensemble des mesures dont vous venez de parler, ne voit pas le jour si le gouvernement est renversé. Donc vous ne souhaitez pas ces mesures qui vont profiter aux travailleurs modestes qui vont travailler? Non, je ne vous ai pas dit que je ne les souhaitais pas. Je vous ai dit que, par exemple, si on renverse le gouvernement, les mesures d'économie qui étaient prévues, par exemple sur les APL, sur les retraites, etc., elles ne voient pas le jour. Donc c'est pas le résultat d'une négociation. Monsieur Lecornu, on nous dit que après nous avoir menacé de nous couper les 2 bras, il nous dit que finalement il va nous en couper qu'1 et demi. Et vous me demandez d'être content. Bah non, pardonnez-moi, je suis pas content et je pense que vous serez pas content non plus si on vous menace de vous... Rien ne trouve grâce à vos yeux dans ces propositions que le Premier ministre a fait. Mais c'est pas rien ne trouve grâce à mes yeux, mais écoutez, à un moment, faut dire les choses franchement. Vous présentez ça et j'ai entendu Olivier Faure hier nous présenter ça comme étant en quelque sorte le résultat d'une négociation. Écoutez, à un moment, faut être un peu cohérent dans ses positions. Au mois de septembre, le Parti socialiste a présenté son contre-budget. Déjà, à l'époque, nous lui avons dit, c'est pas le contre-budget du nouveau Front Populaire. Mais allons, passons sur ça. Le Parti Socialiste, au mois de septembre, a présenté son contre-budget. Ils ont proposé 20 mesures dans le contre-budget du Parti Socialiste. Aujourd'hui, dans la copie budgétaire, telle que M. Lecornu l'a présentée, même si on n'en connaît pas l'ensemble des détails, vendredi, il y a 0 mesure sur les 20 mesures que le Parti Socialiste a mis. Ils en ont obtenu d'autres, encore une fois. La hausse de la prime d'activité, les repas à 1 euro pour les étudiants du Crous, etc. Mais tout ça, ce sont des concessions faites par Sébastien Lecornu aux socialistes. Non. C'est quoi alors? Écoutez, le repas à 1 euro, c'est une mesure qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a 1 an. Vous êtes au courant? Donc vous pouvez considérer, si vous voulez, maintenant qu'il faut remercier le gouvernement de mettre en œuvre des mesures... Vous savez que le gouvernement, à l'origine, s'y opposait. D'accord, mais pas en dernière lecture. D'ailleurs, en dernière lecture, les députés macronistes se sont abstenus. Donc, si vous voulez considérer qu'une mesure qui coûte 100 millions d'euros et qui a été votée l'année dernière par l'Assemblée nationale, c'est une grande victoire. Vous êtes si jusqu'au boutiste, pourquoi ne pas reconnaître que les socialistes ont quand même réussi à faire bouger le gouvernement? C'est un point de vue que vous donnez. Non, mais parce que si je vous dis pourquoi vous êtes aussi complaisante avec le Parti socialiste, c'est pas vraiment une question que vous me posez. Vous me donnez votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir, mais moi je le partage pas. Donc je suis pas jusqu'au boutiste, madame, je défends les positions qui sont les nôtres. Donc maintenant, si vous considérez que accepter un budget dans lequel on va faire des économies en supprimant la prime de Noël pour 1 million d'allocataires du RSA. Le gouvernement y a renoncé à ça. Ça a sauté. Depuis quand? Ils l'ont annoncé en décembre. Ah bon? Bah non, je crois pas, madame, moi. Donc, vous avez la copie définitive du budget de M. Lecornu? Ah non, mais personne ne l'a. Bon, on verra. Peut-être que vous avez raison et qu'ils ont renoncé, mais en tout cas, M. Lecornu l'a pas dit vendredi qu'ils y avaient renoncé. Est-ce que M. Lecornu a renoncé à supprimer 4000 postes d'enseignants tels que c'était prévu dans le budget initial? Il a renoncé à 2000, c'est la moitié. C'est ce qu'on appelle un compromis. Non, il n'a pas renoncé à 2000, madame, ce n'est pas vrai. Il a évoqué vendredi le fait qu'il y aurait 2000 AESH, qui était déjà prévu dans le budget initial. Mais parce qu'il faut faire des économies également. Ah non, mais d'accord, mais après, vous pouvez être d'accord avec eux. La vérité, c'est que vous êtes en train
ici de me dire il faut faire des compromis parce qu'on est obligé de faire des économies. Mais pourquoi? Non, on s'étonne de votre divergence d'analyse à gauche entre les socialistes et vous. Mais vous devriez remarquer d'ailleurs que c'est pas juste entre les socialistes et nous. Les socialistes, les communistes, les écologistes disent comme moi, disent que ce budget est inacceptable. Et alors quand Olivier Faure annonce... Et ils sont pas isolés parce qu'on a une divergence d'analyse, mais tout le monde a compris pourquoi. Parce qu'ils ont décidé qu'il fallait à tout prix éviter une dissolution de l'Assemblée nationale, qu'ils ont peur de retourner devant les électrices et les électeurs, et qu'ils ont choisi de rejoindre une forme de grande coalition qui va du Parti socialiste. Vous dites quoi, les socialistes sont des trouillards de l'élection? Ah bah il y a pas que. Il y en a d'autres, mais ils ont procédé à un renversement d'alliance, un changement d'alliance. Ils ont été élus dans l'Union de la gauche, dans ce qu'on a appelé le Nouveau Front Populaire, et aujourd'hui ils ont lâché le programme du Nouveau Front Populaire. Ils ont même lâché leur contre-budget et ils ont décidé de rejoindre les rangs de la coalition macroniste. Quand Olivier Faure annonce que les socialistes, comme vous le direz, ne censureront pas le gouvernement si le financement de ces nouvelles mesures ne se fait pas sur le dos des Français, qu'est-ce que vous dites à Olivier Faure? Il nous prend pour des imbéciles. Parce que ces mesures, elles se feront sur le dos des Français. Parce que quand vous supprimez des moyens, par exemple au ministère de l'Éducation nationale, quand vous supprimez des postes d'enseignants, ça se fait sur le dos des Français. Alors le gouvernement doit quand même taxer les grandes entreprises à hauteur de 8 milliards d'euros. C'est la surtaxe d'impôt sur les... Oui, c'est considérable ou non? C'est comme l'année dernière. Donc vous pouvez pas dire que dans l'effort cette année par rapport à l'année dernière, cet effort reposerait sur les grandes entreprises et les ultra-riches. Il y a rien sur le patrimoine des ultra-riches. Aucune mesure, alors que même Monsieur Lombard, ministre de l'économie de Monsieur Bayrou, c'est pas mon ami à la base, hein. Même lui il dit c'est quand même scandaleux. Je me suis rendu compte à Bercy qu'il y a des plus riches dans ce pays. Amélie de Montchalin, je le dis, c'est important, hein, qui est ministre des Comptes Publics à Ouest France, précise ce matin, aucun Français fortuné ne paye 0 impôt sur le revenu, mais certains payent moins que ce qu'ils devraient. C'est la raison pour laquelle, dit-il, le gouvernement assume de durcir la lutte contre l'optimisation fiscale. Ouais, enfin franchement c'est une plaisanterie. Enfin vous savez, Monsieur Daré, Madame de Montchalin, elle-même il y a quelques mois disait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens parmi les plus riches qui ont un niveau d'imposition qui en quelque sorte leur donnerait droit à faire partie des bénéficiaires d'allocations sociales. Enfin, elle-même, elle disait ça. Donc, sa réponse, c'est la lutte contre l'optimisation fiscale. Enfin, mais je veux dire, c'est une plaisanterie. Donc, il y a eu des débats sur la taxe Zuckman. Ça a été refusé par le gouvernement. Le Parti socialiste l'avait fixé comme condition sine qua non du fait qu'ils puissent laisser passer le budget. Puis après, ils ont dit bon, on se contentera d'une taxe Zuckman light. Là, il y a ni taxe Zuckman ni taxe Zuckman light. Il y a rien de ce qu'ils ont proposé. Ils ont dit au moment de leur contre-budget, il faut remettre en cause des niches fiscales qui sont des effets d'aubaine comme le crédit impôt recherche ou le fameux pacte Dutreil sur la transmission des entreprises, parce que certains en profitent pour transmettre tout sauf des entreprises. Il y a rien sur ce sujet. On nous a dit il faut une taxe sur les holdings. Il y a rien. Donc excusez-moi, mais si vous essayez de me faire croire un budget dans lequel il y a 0 des 20 mesures que le Parti socialiste a mis sur la table, c'est une grande victoire. Manuel Bompard, regardez la réalité en face. Et là, le récit du Parti socialiste s'effondre complètement. Les journalistes présentent le budget comme le résultat d'un compromis favorable aux classes populaires. Manuel Bompard rappelle pourtant un fait impossible à contourner. Le Parti socialiste avait présenté 20 mesures dans son propre contre-budget, et aucune ne figure réellement dans la copie du gouvernement. Même le repas à 1 € pour les étudiants avait déjà été voté auparavant. Quant à la taxe Zuckman, à la fiscalité sur les holdings ou aux mesures contre les niches fiscales, tout a disparu. Lorsque la journaliste insiste, Bompard lui demande directement pourquoi elle se montre aussi complaisante avec le Parti socialiste. Et il a raison de poser la question. Elle ne l'interroge plus. Elle défend ouvertement son propre point de vue. Pour que les choses soient claires et qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous dis pas que le bilan des municipalités de droite et d'extrême droite est bon, hein. Il est très mauvais. Qu'est-ce que vous feriez de mieux que les socialistes? Soyons concrets, hein. Une ville LFI, qu'est-ce que ça apportera concrètement? D'abord, ça apportera du soulagement en termes de pouvoir d'achat. Évidemment, on peut pas tout régler à l'échelle d'une ville, mais nous, on agira dans toutes les villes dans lesquelles on est élu pour la gratuité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat à l'échelle? Je vais vous répondre. On agira partout où c'est possible, partout dans les communes où on sera élu, pour la gratuité de la cantine scolaire. Voilà, très concrètement, ce qu'on peut faire en termes de pouvoir d'achat pour tout le monde. Que vous financerez comment? Qui paye les finances de la ville, qui paye. Les contribuables, donc. Oui, évidemment. Entre autres, oui, il n'y a pas que les contribuables qui financent les municipalités. Il y a ce qu'on appelle les dotations qui financent. Alors là, le problème, c'est que le gouvernement et les socialistes sont prêts à accepter qu'on supprime des milliards d'euros aux collectivités locales. Donc c'est vrai que ça rend la situation plus difficile. Est-ce que ça veut dire hausse des impôts locaux? Non.
Il n'y aura pas de hausse des impôts locaux dans les mairies insoumises? Hausse des impôts locaux, ça veut dire bras de fer pour récupérer les dotations qui sont les nôtres. Attendez, parce que c'est intéressant que les gens soient au courant. Est-ce que vous savez que cette semaine, à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a fait voter un amendement pour qu'on supprime 5 milliards d'euros de dotations aux collectivités locales. Et ces gens-là veulent diriger des communes. Mais je reviens à votre proposition sur les cantines. Quel est l'intérêt d'offrir une cantine gratuite à un enfant dont les parents gagnent, je sais pas, 5 000 euros par mois? Mais madame, vous faites pas payer l'école, y compris aux gens qui sont riches. Vous êtes d'accord? Donc nous, on considère qu'il y a un certain nombre de droits qui sont universels. Et on les paye d'une certaine façon par nos impôts, et c'est normal, les écoles. Mais le fait d'avoir, bah oui, mais je vous dis pas l'inverse. Le fait d'avoir. Donc ces cantines gratuites, il faudra bien les financer d'une certaine façon. Si vous voulez, vous pouvez. Non, allez-y. Vous pouvez vous focaliser sur les plus riches, mais moi, vous savez, je suis député de Marseille. Et des familles que je rencontre, parce qu'à Marseille, il y a déjà des tarifs préférentiels pour certains, mais des familles que je rencontre, à Marseille comme partout en France, qui me disent, nous, on a désinscrit les enfants de la cantine parce que on n'arrive pas à payer. Alors que vous savez que dans un certain nombre de familles populaires, les gens, ils mangent pas davantage, les enfants, ils mangent pas davantage bien à la maison. Ben, moi, je dis que c'est une mesure à laquelle tout le monde devrait être d'accord de dire qu'il faut agir pour la gratuité des cantines scolaires. Faciliter l'accès et décider, par exemple, la gratuité, au moins pour les jeunes, des transports en commun. Il n'y a pas que moi qui le propose. J'ai vu que... Ça existe déjà dans des villes socialistes, comme Montpellier. Alors, on peut le faire partout. Voilà, il faut le faire. C'est très important de le faire. Garantir la tranquillité publique, garantir le fait qu'on utilise tous les leviers à notre disposition pour lutter contre le logement indigne, contre le logement insalubre, construire du logement social. Ça, c'est l'État. Mais à l'échelle des communes, on a des leviers d'action. Vous savez que dans une ville comme Marseille, il vous faut parfois 10 ans pour avoir accès à un logement social, que vous avez des copropriétés dégradées qui sont dans lesquelles il y a des locataires et des propriétaires qui se mobilisent. Et la ville, elle devrait être là pour les... Dans cette dernière partie, Manuel Bompard a présenté des propositions très concrètes pour les communes dirigées par la France insoumise. Il défend la gratuité des cantines scolaires, afin qu'aucune famille ne soit obligée de désinscrire ses enfants parce qu'elle ne peut plus payer. Il propose aussi de faciliter l'accès aux transports publics, de lutter contre les logements indignes et d'utiliser tous les moyens disponibles pour construire davantage de logements sociaux. Les journalistes tentent immédiatement de réduire le débat à une seule question: qui va payer? Mais Bompard rappelle que certains droits doivent être universels et financés collectivement, comme l'école ou les autres services publics. Pendant toute cette interview, les sourires moqueurs et les interruptions se sont multipliés. Pourtant, Manuel Bompard est resté calme, précis et cohérent jusqu'au bout. Il a corrigé plusieurs affirmations du plateau et défendu une vision claire de l'indépendance française, de la justice fiscale et des services publics. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. Et surtout, abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour ne rien manquer des prochaines interventions de Manuel Bompard. Votre soutien m'aide vraiment à continuer ce travail.